Bonjour, donc on se retrouve avec Raphaël pour une deuxième émission de Une page se tourne, qui est en fait le nouveau titre de l'émission que tu as inventé il y a 2 secondes. Que je viens d'inventer. Mais je pense que précédemment, on avait évoqué une émission qui répondrait au doux nom de... il y avait une bière dedans, en tout cas. De discussion d'adultes, ou alors d'autour d'une bière. D'ailleurs, je salue tous les... avec modération. Donc, je suis là avec Raphaël Cohen, donc, qui est actuellement chef de projet chez Google, comme on dit en français, c'est-à-dire des binocles. Oui. T'es pas obligé de... Ouais, on peut passer vite. Donc, Raphaël, toi, tu as passé la moitié de ta vie en France, l'autre moitié ici, la moitié la plus importante quand même ici. Tu as fait ta Alia, ce qui s'appelle communément la Alia, à l'âge de 18 ans. Tu es venu de Paris, on s'est connus, on a grandi ensemble. Et puis, tu as fait ta Alia, donc tu as fait l'armée. Ensuite, tu as étudié à l'Yeshiva. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tu as acquis toutes les convictions qu'on a essayé de t'octroyer. Et puis ensuite, tu as fait des études d'ingénierie électronique, ce qui est un domaine passionnant. Fascinant. Et ensuite, tu t'es maintenant retrouvé dans cette situation où tu travailles chez... Alors, c'est qui? C'est Waze? C'est Google? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Donc, en fait, c'est un jour... ah non, mais ça a été racheté. Voilà, en fait. ça a été racheté par Et Google. tu travailles sur des problématiques surtout liées au transport. Tout à fait. Ok. Moi, je m'appelle Joachim Toiti. J'ai fait ma Alia un petit peu plus tard que toi, mais on s'en fout. J'ai envie de dire, à la limite. Moi, ça m'intéresse. Mais alors que tu connais ces informations-là. Moi, je suis scénariste, j'ai fait des études de cinéma, je suis traducteur aussi et comédien. Mais j'aimerais être extrêmement sérieux avec toi sur un sujet qui est celui qu'on avait abordé dans la première émission, qui est celui de l'intelligence artificielle ou deep learning. Oui, donc encore une fois, deep learning, c'est déjà une branche. Voilà, d'abord, c'est une branche c'est une branche de l'intelligence artificielle, une branche même dans l'intelligence artificielle, une branche qui s'appelle machine learning, donc une branche d'apprentissage qui est basée sur l'apprentissage, l'inductif plutôt que le déductif. On en avait parlé la dernière fois. L'apprentissage des machines, l'apprentissage des machines. Et deep learning, c'est une méthode particulière, une famille d'algorithmes particulière qui fait partie de machine learning, et dans laquelle, comme on l'avait mentionné la dernière fois, plus les algorithmes sont performants, plus ils nous échappent. C'est leur caractéristique principale, et je crois que c'est ça qui fait principalement peur aux gens aujourd'hui. D'accord. Personnellement, ça ne me fait pas très peur parce qu'on a l'impression quand même que ça reste des choses encore très science-fiction, etc. Ça dépend dans quel domaine. On ne voit pas encore de voitures se piloter toutes seules dans les rues, mais ça dépend où. Mais c'est... Moi, j'ai pris... ça m'est arrivé en Californie de monter dans l'une d'entre elles. C'est extrêmement impressionnant et ça fait partie de ces... Mais c'était... Ouais. Elle se baladait où? C'est légal? Non, en tant qu'employé de Google. D'accord, donc ça pourrait être tout bidonné en fait. Ça pourrait, mais je vois bien que, à moins qu'il y avait quelqu'un dans le capot, je vois bien que ça fonctionne. Peut-être, ça peut être télécommandé, peut-être dans... Peut-être. Alors quoi, c'est un endroit, c'est un endroit dans la rue, complètement elle a le droit, dans la vraie vie. Mais au niveau légal, elle a le droit en Californie à l'heure actuelle. Bien sûr, tant qu'il y a un conducteur, tant qu'il y a un conducteur derrière le volant, c'est totalement permis. Et la métrique, en quelque sorte, de réussite d'un algorithme et d'une technologie en général de voiture autonome, c'est dans quelle mesure... Pardon, les talons, voilà. C'est dans quelle mesure le nombre d'interventions humaines par kilomètre. Enfin, c'était par kilomètre, puis c'est devenu par dizaines de kilomètres. Et maintenant, c'est par milliers de kilomètres. Pas toujours, ça ne veut pas dire forcément que c'est nécessaire. C'est dans quelle mesure le pilote intervient. Il a la possibilité à chaque moment d'intervenir, c'est-à-dire de pousser sur la pédale ou de toucher le volant ou de toucher le frein. Ça ne veut pas dire que forcément c'était la bonne décision à prendre, mais en tout cas, ça veut dire qu'il l'a fait. Et toi, tu l'as fait j'imagine? Non, pas du tout, puisque en l'occurrence, là, on en est à l'équivalent d'une intervention humaine pour 5000 km. Moi, en fait, tu étais dans une voiture à la place du conducteur. Moi. Non, on était 4 dans la voiture. Donc en plus, c'était même pas toi. Et le mec était bourré. Le mec, il aurait pu être bourré ou unijambiste. Ça n'aurait rien changé. Il y a des très bons conducteurs unijambistes. Absolument. D'ailleurs, je salue tous les conducteurs unijambistes. Et c'est extrêmement impressionnant. Ça fait partie de ces choses. En réalité, quand on grandit dans le progrès, même si on a l'impression que le progrès va très vite, ça s'étale toujours sur quelques années au moins. Et vivre une révolution, on en vit tous les 5-10 ans,
ça prend quand même un certain une temps. révolution tous les 5-10 ans. Non, il y a des choses qui changent fondamentalement notre manière de réagir et de se comporter. J'ai fait un compte Hotmail. Et tu vas vivre bientôt la révolution de l'email. Et tu vas voir, c'est quelque chose. D'ailleurs, je t'en ai envoyé un, je crois, la semaine dernière. Absolument, absolument. J'ai beaucoup apprécié. Ton anniversaire. Beaucoup apprécié. J'ai cherché sur l'ICOS sur Alta Vista. Une e-carte. Ouais. Donc il y avait toutes ces. C'est la première fois, si tu veux, depuis longtemps que je me retrouve face à une avancée technologique qui arrive suffisamment subitement pour me dire waouh, tu vois, c'est quelque chose qui te laisse bouche bée, tu vois, c'est absolument incroyable de rentrer dans du trafic, de couper des voitures, de traverser une rue, de rouler sur l'autoroute à haute vitesse sans que personne n'intervienne sur la voiture. C'est impressionnant. Vous étiez tous pour la première fois dans cette... Non, il y avait la personne qui était derrière le volant. Donc moi je pense qu'il y a eu un effet un petit peu comment on dit, un effet de psychologie de masse, qui a un micro-effet comme ça qui a fait que tu t'es senti rassuré. Mais c'est vrai que moi je ne monterais pas dans une voiture qui se conduit toute seule. C'est une question, il y a beaucoup dans tout le domaine de l'intelligence artificielle, souvent le défi culturel et social, il est plus important que le défi technologique. C'est-à-dire que pousser les gens habituer les gens à mettre fin à l'illusion de leur libre arbitre à certains sujets et donner le contrôle à la machine, c'est quelque chose qui culturellement est beaucoup plus difficile que technologiquement. Oui, alors que c'est évident que si les machines conduisaient à notre place, il y aurait beaucoup moins d'accidents, de dégâts, etc. On en a parlé l'émission précédente. Oui, je rappelle pour ceux qui s'étaient endormis ou assoupis. Non, c'est impossible. Peut-être qu'ils étaient allés faire chauffer quelque chose dans le micro-ondes. En tout cas, si ça a été le cas, réécouter l'émission d'avant, c'était absolument passionnant. C'était... un grand moment de télévision. Alors, ce dont on parlait, c'était donc de l'intelligence artificielle qui va venir améliorer nos vies, soi-disant. En fait, tu me disais qu'il n'y a pas une seule chose, il n'y a pas un aspect de notre vie qui ne pourrait pas être mis en compétition avec une forme d'intelligence artificielle, voire même que des machines pourraient faire mieux que nous. Par exemple, on parlait aussi de la médecine, en évoquant l'exemple particulier des radiologues, mais de la radiologie d'ailleurs. On salue tous les radiologues, les jambistes. Mais dans tous les aspects de la médecine, en fait, l'intelligence artificielle pourrait être bien plus performante que les médecins actuels. Oui, il y a certains aspects plus faciles que d'autres. La radiologie, c'est vraiment le premier domaine dans lequel l'intelligence artificielle fera probablement une révolution. Effectivement, quand on parle d'un chirurgien, par exemple, qui a besoin de la motorité de ses mains et de ses doigts pour faire des interventions extrêmement précises, il y a un problème de robotique qui s'ajoute au problème de l'intelligence artificielle qui probablement va rendre ce problème beaucoup plus compliqué à régler sur le court terme. Donc effectivement, ça dépend du problème. Mais l'aspect humain, enfin, au final, on est quand même, nous, les bénéficiaires, on doit être les bénéficiaires de toutes ces technologies-là. Donc, si on prend par exemple le médecin de famille, qui a un aspect vachement social aussi, peut-être même psychologique, une machine ne pourrait pas le remplacer. Donc, c'est vrai que peut-être moi, en tant qu'humain, je vais peut-être... et là, j'introduis la notion d'utilitarisme dont tu as parlé. Est-ce que je vais préférer forcément les choses plus utiles et qui me sont plus profitables statistiquement pour moi? Quelle est la mesure de la... Parce que je vais peut-être aller plutôt chez le médecin de famille, mais qui va me procurer un sentiment de bien-être quand j'ai la crève, mais qui risque de faire un moins bon diagnostic et me prescrire disons un traitement moins adapté qu'une machine beaucoup plus intelligente qui compile des données monstrueuses. Alors, ce que la machine ne sait pas faire, ne saura jamais faire et n'a pas vocation à faire, c'est de déterminer la fonction à optimiser, pour parler techniquement, mais en quelque sorte, très simplement, ça veut dire quel est le but à atteindre. Donc, si tu définis que le but à atteindre, c'est de guérir ta grippe le plus vite possible, la machine saura te régler ce problème-là de manière optimale et elle te dira voilà les choses à faire. Si pour toi, la fonction à optimiser, c'est quel est ton bien-être, la solution sera autre. La machine aura un autre algorithme, le modèle sera différent. Qui est-ce qui le sait, ça? Alors ça personne... Qui est-ce qui le définit? Ça, c'est encore une fois, ça fait partie des choses qui restent entre nos mains et qui resteront toujours entre nos mains. On peut avoir une machine
qui aussi a une échelle de valeur et qui nous aide à déterminer l'échelle des valeurs entre différents piliers entre lesquels il y aurait une tension, mais ça n'a aucun intérêt. On est suffisamment en désaccord entre nous pour en plus ajouter des machines qui sont en désaccord. Même entre nous-mêmes, parfois. Exactement. Parfois, tout à fait. On a parfois certains piliers de notre propre morale qui s'entre-déchirent. Donc la machine n'a pas vocation à régler ces problèmes-là. La machine attend à ce qu'on lui dise voilà la fonction optimisée, le bien-être ou la santé, ou bien 85% de bien-être et 15% de santé, ou 66% de... Enfin, c'est complètement à nous de définir quelle est la fonction optimisée, et à ce moment-là, la machine prend le... Bon, alors les machines ne vont pas prendre le pouvoir. Les machines ont besoin qu'on leur dise quand même quoi faire. On peut plier bagages, tout va bien. Parce que j'étais inquiet, on se disait, oui, est-ce qu'elles vont elles vont diriger au niveau politique? Ça dépend quoi. Ça veut dire qu'il faut définir, quand on parle de politique, qu'est-ce que ça veut dire prendre le contrôle? La question de savoir, par exemple, est-ce que baisser la TVA fait augmenter le chômage? C'est une question scientifique. C'est pas une question de valeur. C'est pas est-ce que si je suis libéral ou que je sois libéral ou que je sois conservateur, la réponse à cette question est la même. D'accord? Donc c'est une question scientifique. Humain, et là, par exemple, ce qui est humain, c'est de savoir qu'est-ce que tu préfères, qu'il y ait plus de chômage, mais que ceux qui ne sont pas au chômage soient plus riches, ou bien que ceux qui n'ont pas au chômage soient moins riches, mais qu'il y ait moins de chômage. Qu'est-ce que tu préfères? La machine ne peut pas nous aider à régler ces problèmes-là. Elle n'a pas vocation à le faire, elle ne le fera jamais parce que ça n'a tout simplement aucun intérêt. C'est un non-sens. Ouais. Donc nous, on peut dire, voilà, on préfère qu'il y ait, même s'il y a un peu plus de chômage, que ceux qui ne sont pas au chômage soient plus riches. C'est notre décision. Ça reste une décision humaine. Étant donné cette fonction optimisée, la machine peut prendre la suite et nous dire, ok, voilà quels sont les pas à entreprendre pour atteindre cet objectif. Mais la définition de l'objectif reste entre nos mains. D'accord. Entre nos mains, quand on dit nos mains, c'est nos mains en tant qu'humains, ou alors est-ce qu'on est nous-mêmes en train de devenir un petit peu machine quand on a accès permanent à tant d'informations et de... Alors c'est vrai. Est-ce que l'algorithme ne rentre pas un peu dans notre tête, quoi? C'est une excellente question. C'est-à-dire qu'on a tendance... Mais j'ai bossé dessus. Ouais, ça se voit, ça se sent. Je vais te dire, on sent qu'on n'a pas affaire à un amateur. Je pense à un exemple en particulier sur hyper bateau, mais par exemple les sites de rencontres. Et qui sont de plus en... Alors ça, c'est un truc vachement important parce qu'il y a quand même pas mal de gens et on va, je pense, finir sur ce thème-là. On va l'aborder à peu près pendant 5 minutes. Les sites de rencontres, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent dans les pays civilisés, en Europe et en Occident. Entre guillemets. Il y a de plus en plus, en tout cas, de couples vraiment qui se forment via des sites de rencontres et les mécanismes qu'il y a derrière pour matcher les gens. On nous échappe de plus en plus. Ouais. Est-ce qu'il nous échappe ou je sais pas, je suis pas. Il nous échappe, comme je l'ai dit, plus un modèle d'intelligence. D'ailleurs, c'est un domaine où Google n'est pas encore présent, ou je me trompe? Le dating en particulier, effectivement, ouais, c'est vrai. Même si moi, c'était une des questions d'entretien pour entrer à Google. Sérieux? Ouais, c'était préparer penser à une application de dating pour 2020. C'est peut-être qu'ils sont en train de... Alors non, c'est donc pour 2020. 2020, c'était Google Dating. Ouais, c'était à l'époque. J'avoue que c'était à l'époque. Ouais. J'ai pas de petit ami en ce moment, mais ça rien que l'idée de Google Dating, faudra brander un peu ça parce que ça fait un peu déprimant. Ouais, je comprends. Un truc mais à un moment, tu vois, si la machine est capable, te connaît mieux que moi-même, et qu'elle est capable aussi de connaître les autres, donc après il y a une balance entre cette prise de décision et un équilibre entre cette prise de décision et l'illusion que tu te fais de c'est toi qui es en contrôle et c'est toi qui fais le choix. Et donc le challenge, si tu veux, c'est de combiner les deux. Mais la question intéressante, c'est la question à laquelle tu faisais allusion avant, c'est de savoir, en fait, dans quelle mesure cet accès aux data et cet accès à l'information constant, il change nos propres échelles de valeur. Et ça, c'est une question qui est complètement séparée, qui est une question de sociologie et qui est une question absolument passionnante. Mais c'est vrai que l'accès à l'information, on aurait pu s'attendre à ce que plus les gens ont accès à cette information, plus ils sont informés, plus leur échelle de valeur serait affectée par cette information, ou avancée, si on est progressiste ou positiviste. Mais même sans l'être, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas, et c'est en partie aussi en fonction des algorithmes. Parce que les algorithmes ont, d'après cette échelle de valeur, on dit, OK, moi mon objectif, c'est de maximiser dans quelle mesure tu es content de l'information qu'on te présente. Et donc toi, pour que tu sois content de l'information qu'on te présente, il faut qu'elle soit d'accord avec, qu'elle te présente des faits qui soient en accord avec tes propres convictions. Ouais, ce qu'on appelle la chambre d'écho. Ça se mord la queue en fait. Voilà. Et donc on va essayer de
d'être sans arrêt, de te fournir en fait ce que tu recherchais. Voilà. C'est-à-dire, Mais l'algorithme trouvez-moi pourrait faire autre chose. les réponses auxquelles j'ai L'algorithme pourrait dire non, ce qui est important pour nous, c'est de t'informer le maximum. D'accord? L'algorithme peut faire ça. C'est mieux que toi ce dont tu as besoin. Voilà. On sait que l'algorithme pourrait faire ça. On a choisi aujourd'hui, des humains ont choisi de faire en sorte à te présenter, à te faire vivre dans une chambre d'écho dans laquelle Facebook te présente les articles qui sont déjà qui confirment ce que tes convictions et tes opinions. C'est une décision. C'est une décision d'humain. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de fondamental ou d'inhérent à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pourrait optimiser une autre fonction, comme par exemple le bonheur humain. On n'en est pas du tout là, mais Facebook entre autres, Twitter et aussi Google dans une moindre mesure, commence à prendre conscience du problème et à essayer de le régler en développant d'autres modèles. Donc c'est une excellente illustration de comment les mentalités humaines évoluent avec l'intelligence artificielle, même quand, en quelque sorte, on essaye de faire cette séparation entre échelle de valeur et réalisation de l'objectif qu'on a déterminé à la machine. Très bien. Voilà. Raphaël, je te remercie. C'était encore une émission que je viens de rebaptiser Intelligence artificielle au coin d'une table. Je viens de réaliser qu'on a mis les mêmes habits que la dernière fois. Je pensais que tu allais dire on a mis les mêmes habits, ce qui est une contre-vérité. Non, ce qui est une contre-vérité. Mais par exemple, moi la dernière fois j'avais déjà la même chemise. Mais moi j'avoue que j'ai qu'un set, j'ai qu'une tenue. Alors moi, en fait, j'ai plusieurs fois. T'en as plusieurs. Voilà. Ça c'est l'élégance. En tout cas, Raphaël, je te remercie beaucoup. On va continuer de parler d'intelligence artificielle sur Fréquence Tel Aviv. Et vous êtes donc invités à nous suivre en masse, j'ai envie de dire. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si vous aimez cette émission, faites like. Ça paraît évident. C'est évident. Il y a des gens avec qui il faut le... Mais faites like, c'est tout. Si vous aimez pas, tant pis, mais si vous aimez, faites like.